Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre formation, l'art d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va se concentrer ensemble sur le chapitre Construire une relation authentique avec les parents d'enfants à haut potentiel. Hop! Alors, votre rôle de professionnel de l'accompagnement. En tant que professionnel de l'accompagnement, vous devez comprendre que vous jouez un rôle crucial dans le parcours des parents d'enfants à haut potentiel. Vous êtes bien plus qu'un simple guide, vous êtes bien plus, pardon, qu'un simple conseiller ou qu'un simple expert dans votre domaine. Vous êtes un guide bienveillant qui peut apporter une lumière précieuse dans le cheminement des parents. Donc, dans ce module, on va vraiment euh, explorer en profondeur ce rôle et ce que ça implique justement. On va essayer ensemble de comprendre votre position en tant que guide dans le parcours des parents. Cette position, elle va passer par quelque chose dont on s'est beaucoup parlé dans le chapitre précédent, parce qu'on a appelé l'écoute active, l'écoute empathique. C'est cette manière que vous allez écouter activement les préoccupations des parents, comprendre leurs besoins et répondre avec bienveillance. Si vous avez encore besoin d'informations sur l'écoute active, je vous invite à aller réécouter le chapitre précédent. Mais ce n'est pas tout. Pour devenir un guide auprès des parents d'enfants à haut potentiel, vous devez comprendre que la relation entre le professionnel de l'accompagnement et les parents, c'est une collaboration. Avec les parents d'enfants à haut potentiel, nous avons besoin, nous, professionnels de l'accompagnement, d'être dans une dynamique de co-construction. Les parents restent toujours les principaux acteurs de la prise de décision concernant leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que on ne va pas avoir une posture haute. Vous savez, la posture haute, c'est quand le professionnel qui est en face de nous est celui qui sait, et puis, la personne accompagnée, le patient, le client, peu importe comment vous l'appelez, est celui qui doit exécuter ce que vous savez. C'est typiquement une relation avec un médecin. Quand je vais chez le médecin, je n'ai pas les connaissances suffisantes en médecine pour savoir, pour me diagnostiquer la maladie que j'ai, pour déterminer quels sont les bons médicaments, etc. Donc, je m'en remets complètement au médecin qui a cette posture haute, et puis j'applique ce que le médecin me dit de faire. OK? L'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel ne doit pas se passer comme ça. L'accompagnement avec des parents d'enfants à haut potentiel va être une co-construction, c'est-à-dire que je vais, comme accompagnant, avoir en tête que les parents restent ceux qui connaissent le mieux leurs enfants. Ce sont ceux qui savent le mieux ce qui est bon pour eux comme parents, pour eux comme famille, et puis aussi pour leurs enfants. Et je vais chercher à co-construire avec eux un projet personnalisé d'accompagnement pour répondre aux besoins des membres de toute la famille. Ce projet d'accompagnement personnalisé, c'est le niveau 2 de votre parcours pour devenir expert dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Vous le verrez si vous choisissez de poursuivre ce parcours. Donc vraiment, la co-construction, c'est vraiment quelque chose de très important. Une autre chose très importante et qui va finalement un peu avec cette construction, c'est l'humilité professionnelle que l'on doit avoir quand on est un accompagnant. Ça va vous demander d'être prêt à reconnaître que vous ne détenez pas toutes les réponses. Je sais que parfois, notre bon vieux syndrome de l'imposteur, quand on est accompagnant, vient nous dire que si je n'ai pas toutes les réponses aux questions que la famille me pose, aux demandes, si je ne sais pas comment répondre à tous leurs besoins, alors je ne suis pas un bon accompagnant. C'est une erreur. Les parents ne viennent pas vous voir parce qu'ils pensent que vous avez toutes les solutions, ou s'ils sont dans cette dynamique-là, parce que parfois ils peuvent l'être, hein, ils viennent vous demander une baguette magique, ils vont vite apprécier votre humilité et le fait que, eh bien non, vous ne vous positionnez pas comme celui qui sait avant même d'avoir étudié la situation, avant même d'avoir déterminé un projet, avant même d'avoir pensé une dynamique familiale globale, etc. Donc ça va être vraiment, et les parents vraiment, je vous assure, apprécient beaucoup ça. Mais ça va vous demander un petit peu d'humilité. Ça va vous demander de balayer votre bon vieux syndrome de l'imposteur et accepter que vous pouvez offrir des compétences, des informations, des perspectives, mais qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas quand vous rencontrez au début une famille.
D'accord? Vous ne connaissez pas comment ces parents sont devenus parents, vous ne connaissez pas leurs blessures, vous ne connaissez pas leur parcours, vous ne connaissez pas leur enfant, le profil du haut potentiel de leur enfant, les défis qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs valeurs, leur culture. Il y a tout un tas d'informations qu'on a besoin d'avoir quand on est accompagné en parentalité, qu'on n'a pas pendant les premiers rendez-vous. Et il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec le fait de dire aux familles, OK, on a besoin de temps pour faire connaissance, pour que je comprenne qui vous êtes, pour que je comprenne qui est votre enfant. Il faut prendre le temps de s'intéresser, de créer une relation de confiance avec les familles avant même de proposer des outils, des conseils ou je ne sais quoi. D'accord? Mais ça demande pas mal d'humilité. Ensuite, l'autre élément qui va définir votre rôle d'accompagnant, c'est cette importance d'une neutralité bienveillante. C'est quoi la neutralité bienveillante? C'est le fait que vous êtes là pour soutenir les parents sans jugement. Votre objectif, c'est de les aider à trouver leur propre chemin en fonction de leurs valeurs et de leurs besoins. On peut, comme accompagnant, parfois, on est pris nous-mêmes dans certaines croyances, d'accord? Soi-même, on peut se dire, ah, bah, ça y est, au bout de 2 minutes, je sais ce qui ne va pas dans cette famille parce qu'il n'y a pas assez de ceci, il y a trop de cela, et rentrer dans une dynamique de jugement au regard de nos propres croyances. La neutralité bienveillante, c'est partir toujours du principe que les parents qui sont en face de vous ont déjà tout en eux, ont déjà toutes les réponses en eux et que moi, comme accompagnant, je suis là pour les soutenir et pour les guider, hein, on parlait de cette posture de guide, pour les guider pour qu'ils puissent trouver leurs propres réponses. C'est vraiment ce rôle de guide-là et la neutralité bienveillante, elle va vous empêcher d'avoir des jugements, de partir dans des stratégies qui ne sont pas les bonnes. Ce manque de neutralité bienveillante, vous savez, vous devez comprendre que c'est ce qui amène de très nombreux parents d'enfants à haut potentiel à passer de professionnel en professionnel. Moi-même, hein, dans mes accompagnements du côté parents, j'ai beaucoup de parents qui arrivent dans mes accompagnements en me disant que c'est la troisième, la quatrième, la cinquième, parfois la sixième personne qu'ils rencontrent parce qu'ils n'ont jamais trouvé quelqu'un qui les entendait, qui les écoutait, qui les respectait, qui ne les jugeait pas. Si vous acceptez cette idée-là avec humilité, que vous n'êtes là que pour les soutenir, d'accord? Alors, les parents vont vous donner leur confiance. Alors, les parents vont avoir envie de poursuivre le chemin avec vous et de se laisser guider par vous. Parce que si on donne des conseils, si on met des stratégies en place rapidement, parce qu'on a cette impression ou cette croyance peut-être hein, que c'est ce qu'attendent les parents de nous, on va forcément arriver à une situation où on va se tromper. On va se tromper de stratégie, on va se tromper d'outils, on va se tromper dans la dynamique de la famille, on va être à côté parce qu'il va nous manquer des éléments. D'accord? Et ça, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire de la frustration chez les parents, de la déception chez les parents aussi. Et ça va faire que souvent, bah, ils ne vont pas revenir. D'accord? Ils ne reviendront pas vous voir parce que vous avez été trop vite, parce que vous n'avez pas accepté avec humilité de prendre le temps de récolter un maximum d'informations avant même de leur proposer une stratégie. D'accord? Donc l'humilité, la neutralité bienveillante, ce sont vraiment des choses qui sont très importantes si vous souhaitez devenir expert dans l'art d'accompagner les parents d'enfants au potentiel. Ensuite, une autre des caractéristiques de cet accompagnant-là, de ce guide, bah, c'est le pouvoir de l'inspiration. Votre attitude, votre passion, votre engagement, ils peuvent inspirer les parents à s'engager pleinement dans le développement de leurs enfants. Ça veut dire que plutôt que cette position haute, plutôt que cette position de retrait qui empêche l'écoute active et dont on s'est parlé dans le chapitre précédent, je vais vous inviter à être pleinement engagé avec chacune des familles que vous accompagnez. Ça veut dire quoi être pleinement engagé? Ça veut dire être vraiment soucieux
d'abord d'avoir toutes ces informations. Je sais que je répète, et c'est pas pour rien que je répète, mais prenez le temps de recueillir toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ça veut dire aussi que votre engagement, votre passion, la confiance que vous allez porter à ses parents, la confiance que vous allez créditer à cet enfant d'adopter de nouveaux comportements, etc., ça va emmener les parents avec vous. L'idée, c'est pas d'essayer de prendre le parent et de le tirer vers quelque chose que vous imaginez qui serait bon pour lui, mais ça va être plutôt par vos réflexions, par votre attitude, par votre implication auprès de la famille, de l'inspirer pour que de lui-même, il ait envie de vous choisir comme guide. Parce que on ne peut pas devenir le guide de quelqu'un si on n'est pas choisi par cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que le rôle du professionnel de l'accompagnement, avec toutes ces caractéristiques-là, il est particulièrement important avec les parents d'enfants à haut potentiel? Il l'est parce que, je vous en ai déjà parlé, les parents d'enfants à haut potentiel ont besoin de créer avec vous une relation authentique. C'est quoi une relation authentique? Une relation authentique, c'est une relation qui est basée sur la transparence, la confiance et la sincérité. Transparence, confiance, sincérité. Elle va reposer cette relation authentique sur une communication ouverte et honnête. Et dans le contexte de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, ça signifie que vous allez agir avec intégrité et que vous allez être réceptif aux besoins et aux préoccupations des parents. C'est ça une relation authentique. Si je voulais résumer ça plus simplement, je vous dirais que finalement, ce dont ont besoin les parents d'enfants à haut potentiel, eh bien, c'est d'une relation humaine avec vous, mais d'une belle relation humaine de belle qualité, transparence, confiance, sincérité, intégrité, être réceptif aux besoins de l'autre. C'est vraiment ce qui va faire de vous un bon accompagnant pour un parent d'enfant à haut potentiel. Pourquoi est-ce que c'est vraiment essentiel avec les parents d'enfants à haut potentiel, justement? Transparence, confiance et sincérité. Je vous remets hop, le petit PowerPoint. Je galère un peu avec mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Avant de parler des différents profils de parents, je vais vous partager quand même pourquoi est-ce que c'est essentiel dans ce contexte-là. C'est essentiel de créer une relation authentique pour favoriser l'engagement des parents. Une relation authentique, elle va encourager les parents à s'engager davantage dans le processus d'accompagnement. Ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir compris, ils vont se sentir respectés et donc ils vont vous donner leur confiance. D'accord? Créer un environnement de confiance, ça passe par ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant et ça passe aussi, ça fait aussi, pardon, ça produit aussi que les parents sont plus enclins à partager leurs préoccupations et à poser des questions quand ils se sentent en confiance. Ça favorise cette fameuse co-construction, cette fameuse collaboration. Si les parents ne vous font pas confiance, alors ils ne vont pas oser partager leurs vraies préoccupations. Ils vont pas oser aller plus loin que ce qu'ils oseraient dire à n'importe quel professionnel. Rappelez-vous que venir demander de l'accompagnement, venir demander du soutien auprès d'un professionnel de l'accompagnement, ça demande une sacrée dose de courage aux familles. Et une fois que cette première étape est franchie, ben, il va falloir encore trouver du courage pour oser se confier, pour oser se dévoiler, pour oser montrer de soi en général les trucs qu'on aime le moins. D'accord? Si on vient vous voir, c'est parce qu'on a des difficultés. On ne vient pas fêter des victoires, on en fêtera au cours de l'accompagnement. Mais dans un premier élan, on ne vient pas fêter des victoires. Donc, si vous voulez favoriser cette collaboration fructueuse, il faut absolument que vous créiez un environnement de confiance. Et puis, ça va aussi renforcer
l'impact de votre accompagnement, la relation authentique, elle va permettre une communication qui soit vraiment plus efficace et puis la mise en œuvre des stratégies proposées de manière plus simple. Il n'y a rien de pire hein, pour un accompagnant d'avoir fait tout ce chemin de recueil d'éléments, d'avoir défini une stratégie et puis au prochain rendez-vous, bah, que les parents n'aient rien fait. Vous avez tous connu ça. On a tous connu ça. D'accord? Si vous voulez que les parents mettent en pratique une stratégie, alors ça va nécessiter qu'ils se sentent en confiance, qu'ils vous aient choisi comme guide, et puis aussi qu'ils aient envie de vous suivre, qu'ils aient envie de suivre, d'expérimenter, de sortir de leur zone de confort, etc., etc., et donc d'avoir confiance en vous. OK? On va se parler maintenant de quelque chose d'important dans la création justement de cette relation authentique, c'est l'importance de comprendre les parents. Et ça, je ne vous en parlerai jamais assez. Euh, les parents qui viennent vous demander votre soutien sont tous des parents différents. Et c'est vraiment important comme accompagnant d'avoir en tête qu'il y a une variété de profils parentaux. Un parent d'enfant à haut potentiel n'est pas le même qu'un autre parent d'enfant à haut potentiel. D'accord? Donc, dans cette partie-là, on va plonger dans la diversité pardon, des parents d'enfants à haut potentiel. On va essayer de comprendre et de reconnaître les différences de ces parents parce que c'est vraiment essentiel pour établir une relation qui soit authentique et qui soit productive. Alors, les différents profils, je vous les ai mis là sur le PowerPoint et puis je vais vous les détailler un petit peu plus. Parent anxieux, parent confiant, parent qui sait que son enfant est au potentiel et qui a une bonne connaissance de ça, parent hésitant, les parents surinvestis, les parents dépassés, c'est globalement les différents profils de parents que vous allez voir arriver dans vos cabinets, dans vos accompagnements, puisque ce sont eux qui ont le plus besoin d'accompagnement. Alors, le parent anxieux, c'est qui? Ce sont des parents qui sont souvent inquiets du bien-être et de la réussite de leurs enfants. D'accord? Donc, derrière l'anxiété, il y a toujours cette inquiétude de la réussite ou de l'épanouissement de leurs enfants. Mais leur anxiété peut les pousser à être très protecteurs, pardon, et à rechercher des solutions immédiates à chacun de leurs défis. Ça va être ces parents qui viennent vous demander la baguette magique. Ça va être ces parents qui vont dire, OK, je viens vous voir parce que mon enfant ne veut pas faire ses devoirs et j'attends de vous, comme accompagnant, que vous me disiez comment il faut faire. OK? En général, il y a beaucoup d'anxiété. Ce sont des parents qui sont anxieux. Votre rôle à vous, ça va être de les rassurer, de leur donner de l'information précise et de les aider à gérer leur anxiété. C'est important que vous repériez les différents profils de parents parce que la manière dont vous allez guider ces parents va être teintée du profil de ses parents puisqu'ils ne vont pas avoir les mêmes besoins. Un parent anxieux, ce dont il a besoin en tout premier, avant qu'on lui donne des conseils, des stratégies parentales, des mises en place, etc., etc., ce dont il a besoin avant tout, c'est d'être rassuré. D'accord? Donc, c'est vraiment important que vous arriviez à l'identifier. Ensuite, on va avoir le parent confiant. C'est un parent qui a une grande foi en leurs enfants, en leur capacité à réussir. Ils peuvent être assez ouverts aux idées, aux suggestions, mais ils peuvent aussi être très exigeants. Ils sont très exigeants en ce qui concerne l'excellence de leur enfant, d'eux-mêmes, et puis de vous, de la qualité de votre accompagnement. Donc là, la première posture à adopter, ça va être de les soutenir en renforçant la confiance qu'ils ont en leurs enfants, tout en les aidant à fixer des attentes qui vont être réalistes. D'accord? Troisième profil, les parents qui ont des enfants qui sont confirmés à haut potentiel. Donc, ces parents, ils ont généralement une meilleure compréhension des besoins de leurs enfants. Ils ont déjà lu pas mal de livres, ils ont assisté à pas mal de conférences, ils se sont déjà pas mal informés. Donc, ils ont plutôt une meilleure compréhension des besoins de leurs enfants. Ils ont leur expérience aussi. Hein. Parfois, c'est leur premier enfant HP, mais parfois pas. Donc, il y a plus d'expérience. Mais ça n'empêche pas que chaque enfant est unique et que c'est important dans votre posture de guide de travailler à personnaliser
la posture parentale, la posture de ces parents-là, l'attitude de ces parents-là, en fonction des besoins spécifiques de cet enfant-là dont ils viennent vous parler. Donc, avec le parent qui a déjà un enfant confirmé au potentiel, on va vraiment aller chercher à, à l'accompagner à reconnaître l'individualité de son enfant. Son enfant, c'est jamais celui qu'il a lu dans les livres, c'est jamais celui qu'il a lu dans les articles de blog. C'est un peu tout ça, plus de la personnalité, plus un caractère, plus une histoire, plus une expérience de vie. Et ces parents-là vont avoir tendance à avoir une idée de l'enfant au potentiel. Vous savez, ces idées d'enfants qui cochent des cases, quoi. Alors oui, il coche des cases, mais il n'est pas que ça. Et notre travail comme accompagnant, c'est vraiment de retourner à cette individualité. On a ensuite les parents hésitants. Certains parents, ils peuvent ne pas être certains du haut potentiel de leur enfant. Ils viennent un petit peu vous voir en vous disant, ouais, j'ai lu des trucs, j'ai regardé des choses, ça me parle, mais je sais pas trop. Et donc, bah, quand on est perdu, hein, comme parent, on va avoir aussi tendance à ne pas savoir quelle posture adopter, quelle stratégie adopter. Est-ce que ce comportement-là, il est lié au potentiel ou pas? Est-ce qu'il y a un haut potentiel? Ils viennent avec beaucoup, beaucoup de questions, ces parents-là. Donc, notre job, comme accompagnant et comme guide de ces parents, c'est de leur fournir de l'information pour mieux comprendre les caractéristiques de leur enfant. Encore une fois, ces parents-là, on va les guider pour démystifier le haut potentiel avec eux et le haut potentiel de leur enfant en particulier. Et puis eux aussi, on va les amener à s'interroger sur qui est cet enfant-là. On va leur fournir des ressources éducatives, bien sûr, et puis si besoin, on va pouvoir aussi les réorienter vers des professionnels qui sont en capacité, si ce n'est pas votre cas à vous, des professionnels qui vont être en capacité de leur faire passer des tests qui vont permettre d'identifier ou non le haut potentiel. Ensuite, le parent surinvesti, c'est un parent qui peut être très impliqué dans la vie de leur enfant au potentiel et tellement impliqué qu'il peut avoir tendance à trop le pousser. C'est un parent qui peut vraiment avoir. Vous savez, c'est typiquement ces parents qui disent, ouais, ça se passe pas bien à l'école et pourtant avec le potentiel qu'il a, qui ont la croyance qu'un enfant au potentiel, ben oui, certes, il a un potentiel, mais qui serait obligé d'en faire quelque chose. Et donc, ils vont être, ils vont avoir tendance à pousser leurs enfants. Donc, nous, notre rôle comme accompagnant, ça va être de les aider à établir un équilibre sain entre le soutien et l'autonomie de cet enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir les aider à ralentir. Il va falloir les aider à lever le pied et à comprendre que leurs enfants ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'autonomie, d'indépendance, et que ne serait-ce que par ce changement de posture-là, ça va déjà permettre de résoudre pas mal des difficultés et des défis qu'ils rencontrent. Enfin, le parent dépassé, c'est le plus souvent le parent qu'on rencontre, le parent démuni, hein, c'est ce parent qui se sent dépassé, démuni face au comportement de son enfant au potentiel. Ce parent-là, il a besoin de soutien pour gérer les défis au quotidien. Il a besoin de soutien pour l'organisation des devoirs, la gestion des crises, la gestion du temps, etc., etc. Et c'est typiquement avec ce parent-là, hein, mais avec les autres aussi, mais encore plus avec ce parent-là qu'on va prendre le temps de mettre de la clarté, de l'aider à mettre de la clarté sur sa parentalité, l'aider à définir quel parent il est aujourd'hui, quel parent il aimerait être, quels sont ses besoins à lui, quels sont les besoins de son enfant, etc., etc. Il y a tout ce travail préalable à la mise en place d'une stratégie d'accompagnement qui va être encore plus nécessaire avec un parent qui se sent complètement perdu. OK? Donc vraiment, c'est important que vous vous entraîniez à reconnaître ces différents profils parentaux parce que vous allez adapter votre accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille et vous allez pouvoir créer un environnement dans lequel chacun de ces parents va se sentir compris, soutenu, encouragé, encouragé à être acteur, hein, justement dans le développement de leur parentalité et dans l'accompagnement de leur enfant au potentiel. Vous voyez que pour accompagner un parent d'enfant à haut potentiel, il y a cette relation authentique et cette relation authentique, elle passe par aller à la rencontre des gens. Elle passe à aller créer
de la connexion. Elle passe par prendre le temps de connaître et de comprendre les familles qui viennent nous demander de l'aide. OK? Donc, ne faites pas l'erreur de foncer tête baissée à donner des stratégies, des conseils, à penser que vous avez déjà tout compris. Et parfois, vous avez déjà tout compris, d'accord? Mais prenez quand même le temps d'aller le vérifier par vraiment la mise en place d'un projet qui suppose le recueil de tout un tas d'éléments. Autre élément qu'il va falloir aussi prendre le temps de comprendre, bah, c'est la dynamique familiale, justement. Est-ce que je vous ai fait un petit slide sur la dynamique familiale? Oui, il me semblait aussi. La dynamique familiale, elle est composée de différentes choses. L'impact de la structure familiale, l'influence des frères et sœurs et le rôle des autres membres de la famille. Je m'explique. Vous allez avoir besoin, maintenant que vous savez un peu plus qui sont ses parents, vous allez avoir besoin d'explorer comment ça marche dans cette famille. OK? Ça veut dire que comment ces trois éléments-là, la structure familiale, les frères et sœurs et le rôle des autres membres de la famille, comment tous ces éléments façonnent les attentes et les préoccupations des parents. Parce que vous devez comprendre que les parents, ils n'arrivent pas avec un défi, en tout cas les parents d'enfants au potentiel n'arrivent pas avec un défi qui sortent de nulle part. D'accord? Certains comportements des enfants sont très compliqués à vivre pour certains parents, et puis pour d'autres, pas du tout. Vous avez déjà observé ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde dans une approche systémique comment tout ça vient impacter les défis que vivent les parents aujourd'hui. La dynamique familiale, elle joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Tout ça, ça a une influence significative sur les attentes et sur les préoccupations des parents. Je vais vous détailler ça un petit peu mieux. La structure familiale, il y a quoi comme différentes structures familiales que je vais vous inviter à repérer? Il y a ce qu'on appelle les familles nucléaires. Les familles nucléaires, ce sont les familles traditionnelles qui peuvent avoir des attentes spécifiques en matière d'éducation et de réussite de l'enfant. Ce sont des parents qui peuvent ressentir la pression de répondre à ces attentes. OK? Ça, on voit bien hein, comment cette structure familiale-là, la famille classique, hein, la famille nucléaire classique, génère par le fait même d'exister une pression pour, pour la réussite des attentes des parents. OK? C'est vraiment important que vous perceviez ça. Ensuite, il y a les familles monoparentales de plus en plus fréquentes. Les parents monoparentaux, ils sont confrontés à des défis supplémentaires. Il y a des défis supplémentaires de temps, et je vous en parle en toute connaissance de cause, de temps, et puis aussi de ressources. Je ne peux pas passer le relais quand je suis maman monoparentale. D'accord? Donc, mes ressources personnelles sont plus limitées que dans une famille nucléaire où il y a le papa, la maman, ou deux papas ou deux mamans, peu importe, mais en tout cas où il y a deux adultes. OK? Donc, ça va être important aussi que vous observiez, que vous identifiez que, OK, là, j'ai en face de moi une maman monoparentale. Dans les stratégies que je vais plus tard pouvoir lui proposer, il faut que je tienne compte de ces défis supplémentaires de temps et de ressources. D'accord? Et puis, il y a les familles énergie, très fréquentes aussi de nos jours. Hein. Les familles énergie, c'est les familles recomposées elles peuvent apporter un soutien précieux, mais elles peuvent aussi introduire des attentes supplémentaires ou des opinions divergentes sur l'éducation des enfants. Alors, ça peut exister aussi dans les familles nucléaires, hein, mais dans les familles élargies, dans les familles recomposées, ben, parfois, il y a des enfants de chaque côté. Et puis, ben, les modèles éducatifs et les attentes en termes d'éducation, les valeurs, la culture, parfois aussi, ben, va venir rajouter de la difficulté parce que le couple ne s'est pas fondé sur une stratégie parentale. Vous savez, classiquement, une famille nucléaire, deux êtres humains se rencontrent, tombent amoureux et ont le projet de fonder une famille. Donc, dans ce projet, bah, ils déblayent déjà quand même certaines valeurs éducatives qu'ils vont avoir envie de transmettre à leurs enfants. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ça ne veut pas dire que c'est toujours si clair que ça, mais il y a quand même cette base-là.
Dans une famille élargie, deux adultes se sont rencontrés et sont tombés amoureux, mais n'ont pas eu ce projet de devenir les parents d'enfants. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà des enfants. S'ils ont un nouvel enfant dans cette famille élargie, alors ils vont construire une stratégie parentale et une union parentale autour de l'éducation de cet enfant-là. Mais quand il y a d'autres enfants et un au potentiel ou plusieurs au potentiel, c'est pas sur, ils ont encore jamais réfléchi aux valeurs éducatives communes qu'ils allaient avoir pour accompagner ces enfants-là. Donc, c'est une ressource de plus, c'est une ouverture d'esprit supplémentaire, ça peut être très riche, mais ça vient aussi parfois avec des opinions divergentes sur l'éducation des enfants et du coup des attentes supplémentaires. Ensuite, dans cette dynamique familiale, on a les frères et sœurs. Alors, les frères et sœurs plus âgés, ils peuvent servir de modèle, ils peuvent servir de modèle pour les enfants plus jeunes, mais ils peuvent aussi être une source de pression, entre autres en termes d'épanouissement, de performance scolaire. Quand dans une famille, un enfant au potentiel euh, a des difficultés, rencontre des difficultés, a des comportements dérangeants, et puis que le plus grand, lui, c'est quelqu'un qui va très bien, qui pose pas de problème, qui réussit bien à l'école, etc., etc. Ça peut être une source de pression pour cet enfant-là. D'accord? Donc, ça peut à la fois être un soutien, parce qu'il peut servir de modèle. Désolé pour le bruit des motos. Mais ça peut aussi être une source de pression supplémentaire. Quand les frères et sœurs sont plus jeunes, euh, on peut, ça peut introduire une forme de compétition où les parents vont être influencés par l'attention qui est accordée à l'enfant au potentiel. Il peut y avoir soit de la compétition entre les plus jeunes et le plus grand qui lui rencontrent des difficultés. Si les plus jeunes ne rencontrent pas de difficultés, parfois, typiquement dans les familles où l'enfant au potentiel est aussi 10 ou est aussi TDAH ou est aussi TDA tout simplement, etc., etc., et que les plus jeunes n'ont pas de défis particuliers, l'enfant au potentiel va avoir la sensation d'être rattrapé par les performances et les compétences des plus jeunes et il va mal le vivre. Et les parents ne le vivent pas très bien non plus. En général, ça va les amener à surprotéger souvent l'enfant qui est le plus en difficulté. Et puis, ça va créer aussi justement une pression parentale supplémentaire sur cet enfant-là, il a besoin de plus d'attention parce qu'il est plus en difficulté. Et donc, les parents vont être comme ça en difficulté dans la répartition de leur temps et de leur attention. OK? Quand les frères et sœurs sont également à haut potentiel, ce qui est fréquemment le cas, je vous rappelle que même s'il n'y a pas d'études précises sur ce sujet-là, on observe en tout cas dans les familles qui demandent du soutien et de l'accompagnement que, en général, l'un des deux parents est lui aussi à haut potentiel. Et puis, quand il y a un enfant au potentiel dans une famille, en général, il n'y en a pas qu'un s'il y a plusieurs enfants. Donc, quand ils sont également à haut potentiel, la dynamique familiale, vous doutez bien qu'elle peut être particulièrement complexe parce que les besoins de chacun peuvent varier. Si vous-même, vous êtes parent d'enfants au potentiel, que vous avez plusieurs enfants, vous voyez bien que pour autant, vos enfants ne sont pas les mêmes, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Il y a l'âge qui entre en jeu, la personnalité, le caractère, etc., etc. Et les parents peuvent se sentir vraiment dépassés dans comment est-ce que je peux répondre aux besoins de tout le monde alors que les besoins ne sont pas les mêmes. OK? Et puis dans la dynamique familiale, quelque chose dont on parle moins, il y a aussi les autres membres de la famille. C'est qui les autres membres de la famille? Ça va être les grands-parents. Ils peuvent avoir eux aussi des attentes particulières. Ils peuvent s'opposer ou contester ou reprocher la mise en place d'une stratégie parentale particulière qui répond aux besoins de l'enfant au potentiel parce que ça leur paraît pas possible, parce que ça va pas avec leurs valeurs, parce que c'est pas comme ça qu'ils ont été élevés, parce que ça active plein de croyances, etc. Donc ça peut être très compliqué.
et donc mettre de la pression et des difficultés supplémentaires aux parents. Et puis de plus en plus, et moi je me réjouis de voir ça dans mes accompagnements et puis dans ma communauté en général, de plus en plus, ça peut être une grande source de soutien. Les grands-parents, de nombreux grands-parents aujourd'hui euh, comprennent les spécificités de fonctionnement de leurs petits-enfants et ont à cœur de soutenir leurs enfants dans leur parentalité, de les relayer, etc., etc. Donc, ça peut aussi être une grande source de soutien, une source précieuse même de soutien. Les autres membres de la famille, ça va être aussi les oncles, les tantes, les cousins, les membres élargis, hein, les membres de la famille élargie. Et ben eux aussi, ils peuvent avoir des attentes. On a tous une tante Ginette ou un oncle Raymond qui a un avis, qui a une opinion sur comment j'accompagne mon enfant, qui lors des rencontres familiales, va venir remettre en question les stratégies qui sont mises en place par les parents, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a un truc à dire sur un truc qui ne le regarde pas. Je suis sûre que vous avez déjà observé ça, vous aussi. Donc, vous voyez bien hein, que de comprendre les dynamiques familiales, après avoir compris quels parents c'était, de comprendre la dynamique familiale, ça va vous permettre d'adapter votre accompagnement en fonction des besoins spécifiques de chaque famille. C'est vraiment important que vous encouragiez une communication ouverte au sein de la famille. Alors, famille, structure familiale interne avec les frères et sœurs, ok, la communication ouverte, elle n'a pas forcément besoin d'être ouverte aux membres de la famille élargie. Quand c'est possible, c'est toujours mieux. Mais quand ça l'est pas, ça l'est pas. Ou en tout cas, ça peut être d'inviter les parents aussi à identifier dans les membres de la famille élargie quelles peuvent être leurs sources de soutien, justement. Ok? Ça va vous permettre à vous de travailler encore plus en collaboration pour répondre aux attentes, aux préoccupations des parents tout en préservant le bien-être de l'enfant à haut potentiel. Puisque si le parent a moins peur de se sentir jugé, parce que derrière ça, c'est ça qui se passe, hein, c'est le regard de l'autre, c'est le jugement sur ma manière d'être parent, sur les défis que je rencontre, etc. Plus vous aurez identifié dans la dynamique familiale où est-ce que ça se joue, tout ça, et que vous pourrez soutenir le parent à affronter ce défi du regard de l'autre, plus vous allez l'aider à mettre en place une stratégie qui lui ressemble vraiment sans se soucier du regard des autres. Et donc, vous allez favoriser son bien-être à lui et le bien-être des enfants. Il y a également, est-ce que je l'ai rajouté? Je ne suis pas sûre. Oui, il y a également les facteurs culturels et sociaux. Vous voyez hein, que quand on se parle de relations, je fais une petite parenthèse, mais parce que ça me semble important, quand on se parle de relations authentiques, on a cette sensation de se dire, bah oui, moi je suis authentique avec les parents, je suis moi. Ok, on pense qu'être authentique, c'est simplement être soi. Vous voyez que créer une relation authentique avec des parents, dans notre posture d'accompagnant, ça vient vraiment avec avoir une excellente connaissance de qui ils sont. D'accord? C'est pour ça que dans le deuxième niveau, je vous accompagne vraiment dans le cadre d'une étude de cas à faire ce travail-là très pointilleux, très précis pour avoir tous les éléments. Parce que si vous n'avez pas tous ces éléments, vous ne pouvez simplement pas créer de relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je referme la parenthèse. Dans ce dont on a besoin de connaître pour créer justement cette relation authentique, ça va être les facteurs culturels et les facteurs sociaux de la famille. La diversité, elle ne se limite pas aux caractéristiques individuelles. Les valeurs culturelles, les croyances religieuses, les contextes sociaux, tout ça, ça joue un rôle crucial sur le parent que vous avez en face de vous. Donc, il va falloir que vous appreniez à reconnaître comment ces facteurs influencent les parents et leurs choix. Encore une fois, je prends souvent cet exemple-là. Dans certains pays d'Afrique en général, peu importe dans quel pays, dormir avec les enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. OK, jusqu'à 6 ans à certains endroits, plus tard pour d'autres, peu importe, mais en tout cas, c'est un truc culturellement qui est normal.
Dans une famille occidentale, ça peut être quelque chose de plus compliqué. Si moi, j'ai la croyance comme accompagnant que c'est pas une bonne idée de continuer de dormir avec cet enfant-là au regard de ce que j'ai compris des besoins de cet enfant, ce que j'ai compris des besoins de cette famille, etc., etc. Si j'ai la croyance que c'est pas une bonne idée que cette maman continue de dormir avec son enfant, mais que c'est une maman qui est issue d'une culture africaine, par exemple, je vais, ce que je vais lui proposer va être complètement contre-productif. D'accord? Puisque ça ne va pas lui permettre de se respecter avec ses valeurs et avec sa culture. Donc la diversité culturelle et sociale, c'est un élément important à prendre en compte lors de l'accompagnement des parents. Les valeurs culturelles, les croyances religieuses, le contexte social d'une famille, ça peut vraiment avoir une grande influence sur les attentes, sur les choix des parents en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi, d'essentiel. Comment est-ce que les valeurs culturelles vont pouvoir influencer justement les décisions des parents et les stratégies que vous allez pouvoir proposer aux familles? D'abord, d'un point de vue de l'éducation. Les valeurs culturelles, hein, bah, je viens de vous donner un exemple, elles peuvent influencer les attentes en matière d'éducation. Certaines cultures, elles accordent une grande importance à la réussite académique, alors que d'autres peuvent mettre l'accent sur d'autres domaines de développement, etc., etc. Ça va avoir un impact aussi sur l'indépendance ou l'interdépendance. Certaines cultures, ça peut varier dans les cultures, hein, dans la valorisation de l'indépendance individuelle par rapport à l'interdépendance familiale. Ça peut affecter la façon dont les parents perçoivent le rôle de leur enfant au potentiel au sein même de la famille. Et puis les valeurs culturelles, elles vont aussi avoir un impact sur l'approche éducative, hein. Les méthodes d'éducation traditionnelles, elles peuvent varier d'une culture à l'autre et c'est vraiment essentiel pour vous de comprendre les attentes en matière d'enseignement, d'apprentissage, de développement, d'épanouissement dans le contexte culturel de la famille. Les croyances religieuses. Les croyances religieuses, elles vont avoir un impact sur d'autres choses. Elles vont d'abord avoir un impact sur la moralité et sur l'éthique des parents que vous allez accompagner. Elles peuvent jouer un rôle euh, vraiment dans la définition de la morale et des valeurs des familles. Ça peut influencer profondément les choix éducatifs des parents. OK? L'impact, l'influence des croyances religieuses, elle passe aussi par certains rites de passage. Il y a des groupes religieux qui ont des rites de passage spécifiques qui peuvent affecter la manière dont l'enfant au potentiel est accompagné dans son développement. C'est vraiment, vous voyez bien hein, que ce sont toutes des influences extérieures. Ok, là, on n'est plus sur ni le profil de la famille, ni la dynamique familiale, on est vraiment sur les influences extérieures à la famille dont on a besoin d'avoir connaissance, nous comme accompagnants, pour comprendre l'impact qu'ils ont. Et pour pouvoir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquer cette neutralité bienveillante, c'est-à-dire cette écoute active sans jugement. Que je pense que ce rite de passage dans cette famille est une bonne idée ou est une mauvaise idée, en vrai, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que pour cette famille-là, c'est important. Et donc, mais pour proposer des stratégies qui vont soutenir les parents, j'ai besoin d'inclure ces différents éléments dans ma stratégie pour vraiment respecter les valeurs et la culture des parents. On va avoir ensuite l'influence du contexte social, le niveau socio-économique, on le sait tous et on ne va pas se mentir, ça a un impact sur les familles que l'on accompagne. Le niveau socio-économique, ça peut influencer les ressources disponibles hein, pour l'éducation de l'enfant au potentiel. Si je détermine en collaboration avec la famille, dans le respect de leurs besoins, de leurs valeurs, etc., etc., que ce serait bien que pour améliorer la qualité des relations familiales, ils fassent plus de choses ensemble et que je suis face à une famille qui, d'un point de vue économique, est un peu en difficulté ou en tout cas est moyenne, bah, je ne vais pas lui proposer de partir 3 jours à Euro Disney, quoi. OK? Mais c'est important d'avoir ça en tête parce que sinon, si on prend pas le temps de ça, hein, qu'est-ce qui se produit? Bah, il se produit simplement que on va raisonner avec nos propres références à nous.
Donc, si je suis moi-même comme accompagnante dans une situation économique qui est moyenne, bah, je vais proposer des solutions qui sont moyennes. Et je vais les proposer aussi bien à des personnes qui ont un niveau économique, socio-économique élevé qu'à une personne qui a, qui a un niveau socio-économique plus bas que le mien. Donc, ça va faire partie aussi des choses qu'il va falloir que vous compreniez. Le contexte social, il a également une influence en lien avec le réseau de soutien de la famille. Les amis, la famille, ça peut affecter la capacité des parents à gérer leurs défis. Donc, observez dans le contexte social de cette famille-là comment ça se passe en termes de réseau de soutien. Et puis, l'accès aux ressources, hein, la famille, selon son contexte social, elle va avoir un accès variable aux ressources éducatives, aux ressources de soutien, à de l'accompagnement pour des devoirs, à des cours particuliers, à une prise en charge supplémentaire en psychomotricité, orthophonie ou gestalt thérapie ou sophrologie, etc., etc. Il ne va pas y avoir la même équipe d'accompagnement autour de la famille, autour de l'enfant, en fonction des ressources de la famille. Donc vraiment reconnaître l'influence des facteurs culturels et sociaux, c'est essentiel pour comprendre pleinement les parents et pour adapter votre accompagnement en conséquence. C'est important que vous approchiez chaque famille avec une attitude respectueuse, ouverte, et puis en reconnaissant la diversité pour pouvoir collaborer avec cette famille le mieux possible pour atteindre les objectifs éducatifs en respectant leurs valeurs, leurs croyances, leurs valeurs culturelles et puis leur niveau social, le niveau social de ses parents. Quels sont maintenant, donc vous l'avez vu, je fais une petite récap. On s'est parlé de notre posture de guide. Qu'est-ce qu'attendent les parents d'enfants à haut potentiel de nous? Comment on fait pour obtenir cette posture de guide? Quelles sont les attitudes à avoir? Et puis, on a compris ensemble, à ce stade de votre accompagnement, que les parents d'enfants au potentiel, ils ont besoin de créer avec nous une relation authentique et que nous créions avec eux une relation authentique qui va passer par quoi? Par prendre le temps de faire leur connaissance. Donc, on a parlé de quel type de parents est-ce qu'ils pouvaient être. On a parlé également de la dynamique familiale dans laquelle ils peuvent se trouver, des facteurs culturels et des facteurs sociaux dans lesquels ils peuvent être aujourd'hui. Et ben on va maintenant prendre un petit temps pour explorer les besoins des parents. Les besoins des parents, on va explorer ensemble les attentes, les peurs et les espoirs des parents qui peuvent venir vous demander votre soutien. C'est vraiment un truc essentiel, ça, comprendre les besoins. En vrai, toutes les étapes que je vous ai définies là sont des étapes essentielles. Et encore une fois, dans le niveau 2 de votre programme pour devenir expert de l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel, je vous guide vraiment plus en détail hein, sur ce qui est à observer plus précisément dans chacune de ces parties. Mais à ce stade-là, vous qui êtes en train de mettre le premier pas pour devenir expert de l'accompagnement des parents, vous devez comprendre que euh, comprendre les besoins, c'est vraiment essentiel pour accompagner les familles de manière efficace et empathique. Rappelez-vous hein, que nous, comme accompagnants, ce qu'on veut, c'est proposer des stratégies, des solutions, des tactiques, peu importe, des outils qui soient efficaces pour cette famille-là. Et ça, je ne peux pas le faire si je n'ai pas compris les besoins de la famille. Les attentes des parents. Commençons par explorer les attentes. On va partir ensemble à la découverte de ce qu'attendent les parents d'enfants au potentiel. Les attentes d'excellence. Certains parents peuvent avoir des attentes élevées envers la réussite académique de leurs enfants au potentiel. Ils peuvent viser l'excellence dans tous les domaines, de la scolarité aux activités parascolaires. Pour ces parents-là, le succès, ça peut être défini en termes de résultats tangibles. Les notes, les réalisations, ils sont vraiment très attachés à ça. Et donc, ils vont être moins dans une dynamique de recherche d'épanouissement de leurs enfants que de résultats scolaires. OK? D'autres parents
Et parfois les mêmes, hein, c'est pas forcément clivé tout ça, ça peut se mélanger au sein même d'une famille. Là, je vous donne les différentes attentes pour vous permettre dans vos prochains accompagnements de pouvoir les identifier, mais bien entendu, hein, c'est pas forcément ou l'un ou l'autre. Dans les attentes, il y a cette attente d'épanouissement personnel des enfants. Certains parents vont mettre l'accent euh, sur sur l'épanouissement de leurs enfants. Ça va vraiment être la chose la plus importante pour eux. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est que leurs enfants développent ses talents, qu'ils développent ses intérêts à son propre rythme, sans pression excessive. Pas pour être bon partout, mais pour qu'ils puissent s'épanouir dans des domaines qui sont spécifiques. Ce sont des parents pour qui le bonheur et l'équilibre émotionnel de l'enfant sont des priorités. Ensuite, on va avoir des parents qui vont être attachés à la motivation suscitée. C'est quoi la motivation suscitée? Ce sont des parents qui visent à cultiver la passion, à cultiver l'autodirection de leurs enfants en lui permettant de choisir ses propres voies d'apprentissage et de développement. La motivation suscitée, c'est la motivation interne, d'accord? Certains parents hein, vont dire, moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'il trouve sa voie, je veux qu'il fasse comme il veut, il n'y a pas de cadre à la maison, il prend ses décisions, etc., etc. Autre attente de parents, il y a des parents qui vont avoir des attentes qui vont être axées sur le bien-être de l'enfant. Hop, je vous fais défiler mon petit diaporama. Le bien-être, c'est quoi? Ça va être le bien-être émotionnel, ça va être le bien-être social de l'enfant. Ils sont particulièrement soucieux de la santé mentale, du bonheur de leurs enfants et ils peuvent être plus flexibles en ce qui concerne justement les attentes académiques. Comprendre ces différentes attentes parentales, c'est essentiel pour établir une communication ouverte, une communication respectueuse. C'est vraiment important de travailler en collaboration avec les parents pour définir des objectifs éducatifs qui répondent à leurs attentes. OK? Pas qui répondent à ce que nous, comme accompagnants, on pense que ce serait bien. Notre job, c'est de répondre aux attentes des familles tout en tenant compte des besoins spécifiques de leur enfant au potentiel et puis de leurs besoins aussi à eux. C'est parce que vous allez reconnaître la diversité des attentes que vous allez pouvoir aider les parents à définir des objectifs qui vont être réalistes et puis vous allez participer à soutenir le bien-être global de l'enfant. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, les peurs des parents. Ça a sauté. Ça a sauté. Bon, eh bien, écoutez, il manque une slide, c'est pas grave. Je vais vous parler maintenant des peurs des parents. On va identifier ensemble les préoccupations courantes des parents. Identifier les préoccupations courantes des parents, comme la pression scolaire, l'isolement social, la peur de ne pas être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de leurs enfants. On va avoir besoin de comprendre comment ces peurs peuvent affecter la relation avec nous. Comment ça peut venir mettre un frein à cette relation authentique qu'on est en train d'essayer de créer avec le parent. Les peurs des parents, ça joue vraiment un rôle significatif dans leur relation avec nous, mais aussi dans leur rôle d'accompagnement, d'accompagnant de leur enfant à haut potentiel. On va avoir besoin, comme accompagnant, d'identifier les peurs courantes pour mieux comprendre les parents, encore une fois, et toujours dans cette dynamique d'adapter nos accompagnements de manière empathique. Alors, on va explorer tout ça ensemble. Première peur des parents, la pression scolaire. Certains parents craignent que la recherche de l'excellence académique pour leur enfant à haut potentiel, ça entraîne une pression excessive. Ils réduisent les conséquences du stress et de l'anxiété liées à la performance scolaire. Cette peur, elle peut les amener à rechercher un équilibre entre l'exigence académique et le bien-être émotionnel de leurs enfants, mais parfois ils ont du mal à s'en détacher. Parfois, c'est compliqué pour eux de concevoir que le bien-être et l'épanouissement de leur enfant ne passent pas forcément par des résultats académiques excellents. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette croyance-là? Parce qu'on a tous et toutes, jusqu'à ce jour, été élevés avec cette idée qu'il fallait être bon à l'école pour réussir sa vie. D'accord? Donc même si ces parents-là
ne nous semblent pas être dans une recherche d'excellence, on va se rendre compte qu'ils ont quand même peur de l'échec scolaire de leurs enfants, avec toutes les histoires qui vont avec et qu'ils se racontent sur le futur professionnel, sur les portes qui vont se fermer, etc., etc. Et donc, ils vont avoir tendance à minimiser les conséquences du stress et de l'anxiété liées à la performance scolaire pour leurs enfants. Une autre peur des parents, c'est la peur de l'isolement social. Les parents, ils peuvent s'inquiéter que leur enfant au potentiel soit isolé de ses pairs en raison de ces différences. Vous le savez, les enfants au potentiel euh, vivent un sentiment de décalage très tôt dans leur construction, très tôt dans leur vie. Et ça, c'est vraiment une source de peur pour leurs parents. Ils peuvent redouter que leur enfant, il ait du mal à s'intégrer socialement, qu'il ait du mal à développer ses compétences relationnelles. Cette peur-là, elle peut les amener à rechercher des moyens de favoriser l'amitié, de favoriser une bonne intégration sociale de leurs enfants. Donc, vous voyez comment leurs peurs vont finalement déterminer leurs attentes. Donc, nous, comme accompagnants, on doit avoir cette lucidité-là, ce regard-là, de savoir d'où vient cette attente. D'accord? Ensuite, il peut y avoir une peur de ne pas être capable de répondre aux besoins spécifiques de leurs enfants. Et ça, c'est une peur, moi, dans mes accompagnements, que je rencontre souvent, cette peur de manque de compétences. Les parents, ils peuvent craindre de ne pas être en mesure de répondre adéquatement aux besoins éducatifs et de développement spécifiques de leurs enfants au potentiel. Ils vont s'inquiéter de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir offrir le soutien nécessaire. Euh, Souvent, ce sont des parents qui vont vous dire, ouais, mais moi j'ai été nulle à l'école. Oui, mais moi je ne sais pas gérer mes émotions, donc comment est-ce que je vais faire pour accompagner mon enfant à mieux vivre son hypersensibilité, etc., etc. Donc ces peurs, ça peut les amener en termes d'attente à rechercher des ressources, des conseils pour mieux accompagner leurs enfants. Toutes ces peurs, elles ont un impact sur la relation entre les parents et le professionnel de l'accompagnement. Ces parents-là peuvent être plus ouverts à votre soutien s'ils se sentent compris, soutenus dans leurs préoccupations. Dernière chose que j'aimerais vous partager pour cette semaine et ce chapitre important, ce sont les espoirs des parents. Les espoirs des parents, ça va aussi venir impacter leur capacité à entrer dans une relation authentique avec vous. Ça va aussi impacter, bien entendu, leurs attentes, les attentes qu'ils vont avoir avec votre accompagnement. On va explorer les aspirations profondes des parents pour le bien-être personnel, l'épanouissement personnel, le succès de leur enfant. Comment est-ce que vous, dans votre relation, vous pouvez aider ces parents à réaliser ces espoirs de manière réaliste? Alors d'abord, j'en ai oublié un sur mon slide, je le rajouterai avant de vous transmettre le slide. Les aspirations académiques. Certains parents, ils aspirent à ce que leurs enfants excellent sur le plan académique, on s'en est déjà parlé, qu'ils atteignent leur plein potentiel, qu'ils obtiennent des résultats exceptionnels. Pour soutenir ces parents-là, vous allez pouvoir travailler avec eux pour établir des objectifs qui vont être essentiellement des objectifs éducatifs réalistes, développer peut-être des stratégies d'apprentissage efficaces, fournir des ressources éducatives adaptées à l'enfant, etc., etc. Pour les parents qui ont des aspirations en lien avec l'épanouissement personnel de leurs enfants, c'est typiquement ces parents dont on s'est déjà parlé qui souhaitent avant tout que leurs enfants soient heureux, équilibrés, épanouis sur le plan émotionnel et social. Dans votre posture de guide, d'accompagnant, vous pouvez contribuer à la réalisation de ces aspirations en fournissant un soutien pour le développement des compétences sociales, le développement des compétences émotionnelles de l'enfant et puis des ressources aussi pour favoriser son bien-être. Certains parents aspirent plutôt à l'autonomie, à la confiance en soi de leurs enfants. Alors encore une fois, je vous rappelle, je vous donne les grandes lignes. À vous de regarder dans chaque famille à quelle ligne est-ce qu'ils appartiennent. Et il peut y en avoir plusieurs par famille et c'est OK. Donc les parents qui développent, qui ont espoir, qui aspirent à ce que leurs enfants développent une bonne confiance en soi, la capacité de prendre des décisions éclairées aussi. Dans votre posture de guide, vous allez réfléchir à soutenir ces aspirations en
en encourageant la responsabilité, l'autodirection, la prise de décision chez l'enfant, etc., etc. Si vous êtes plutôt face à un parent qui a envie de nourrir l'espoir que leur enfant au potentiel devienne créatif, qu'il devienne innovant dans ses activités, dans ses projets, alors vous allez pouvoir les soutenir en encourageant l'exploration, la créativité, la pensée critique chez l'enfant. C'est toujours, quel que soit le profil de parents que vous rencontrez, essentiel de travailler en étroite collaboration avec eux. Vous allez avoir besoin de comprendre leurs espoirs, définir des objectifs qui vont être spécifiques pour leurs enfants. Vous allez avoir besoin d'adapter votre accompagnement en fonction de leurs aspirations, contribuer à créer un environnement où l'enfant peut s'épanouir et réaliser son potentiel de manière réaliste, de manière constructive. Et ça, vous allez pouvoir le faire en créant cette relation authentique avec les parents, en renforçant la collaboration avec les parents. Vous allez maximiser l'efficacité de vos accompagnements. J'espère que ce chapitre, ce module, aura éclairé votre réflexion professionnelle sur la manière d'être en relation avec les parents d'enfants au potentiel, sur tout ce que ça implique de créer une relation authentique, parce que c'était vraiment ce qui était important dans cette partie-là, hein, que vous compreniez que créer une relation authentique avec un parent, c'est pas juste un joli mot, ça suppose pas juste être soi-même. Quand on est en professionnel en tout cas, et quand on est accompagnant, ça implique de mettre tout en place pour favoriser la création de cette relation authentique, et ça va passer pour avoir beaucoup d'éléments de compréhension, de connaissance de la famille que vous accompagnez. Dans la prochaine vidéo, on se parlera de la gestion des conflits. Comment est-ce qu'on fait quand on a une famille en face de nous avec qui on n'arrive pas à créer cette relation authentique et puis qui est pas d'accord avec nous, qui est en désaccord avec nous, avec ce qu'on leur partage, etc. On se parlera de ça. Je vous proposerai cette prochaine vidéo d'ici une semaine pour ceux qui sont en train de suivre le déroulement de cet accompagnement au fur et à mesure que je le crée. Et puis pour les autres, si vous êtes déjà entré dans le programme depuis un moment, vous pouvez déjà aller voir cette prochaine vidéo. N'hésitez pas à échanger dans le groupe Telegram, à venir réagir à ce chapitre, à venir poser des questions, à venir collaborer avec les autres membres du programme qui se trouvent aussi sur Telegram. N'oubliez pas que ce groupe est un groupe essentiel pour pas que vous restiez seul dans votre démarche de développement de vos compétences professionnelles. Prenez soin de vous. Vous avez en dessous de la vidéo, comme d'habitude, l'audio et le récap du PowerPoint. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce programme. À bientôt.